L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Aux côtés de son frère, il dirige le verger familial fondé par son grand-père en 1961 à Chemillé en Anjou. De la production de fruits éco-responsables à la vente, l'entreprise est riche de ses 750 collaborateurs et de ses 140 producteurs partenaires. David Sochelot, président directeur général de La Blottière, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour David Sochelot. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le dirigeant de La Blottière et on va commencer, parce que j'aime bien ça, par ce petit coup d'œil dans le rétroviseur en parlant de l'histoire de cette entreprise que vous dirigez. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est née à la suite d'un accident, et peut-être d'un accident de travail, celui de votre grand-père Ferdinand, qui a dû se reconvertir, une reconversion professionnelle avant l'heure? Il était quoi, ouvrier, puis il s'est dirigé vers cette activité d'arboriculture? En fait, non, mon grand-père était agriculteur. Et suite à un accident dans une botteuse à maïs, il s'est fait sectionner une grande partie de la main. Et donc, il a été obligé il ne pouvait plus exercer son activité de la même manière qu'avant. Et donc, il a été obligé de trouver un moyen d'aider une culture avec un peu plus de valeur ajoutée pour pouvoir financer l'emploi d'un salarié. Et à l'époque, c'était la fin des années 50. La production arboricole, de pommes et de poiriers se développait dans la région, notamment dans le Maine-et-Loire, le sud Maine-et-Loire, ainsi que dans d'autres régions françaises, mais particulièrement dans le Maine-et-Loire. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née l'histoire de l'entreprise suite à cet accident. Et donc, il a démarré avec une plantation de 5 hectares. Donc relativement modeste, oui, il faut oui. Voilà, le préciser. Mais bon, pour l'époque, c'était un démarrage. C'est en tout cas une tradition, un savoir-faire, cette pratique-là, que vous faites perdurer aujourd'hui, qui se transmet de génération en génération. C'est important, ce geste. Quelle relation et quel souvenir, d'ailleurs, vous avez de votre grand-père, si vous l'avez connu, et de votre père, en tout cas, qui a fait perdurer ce savoir-faire? Ah oui, je l'ai bien connu. Donc moi, je suis le représentant de la 3e génération, puisqu'aujourd'hui, je suis associé avec mon frère. L'entreprise familiale, on l'a connue, je dirais, depuis notre plus jeune âge. Enfin, on est né dedans. Le domicile familial était à côté de l'entreprise. On y a travaillé tous les étés, les vacances scolaires, sur différents travaux saisonniers. Donc on était complètement imprégné de l'activité. Vous avez grandi dans les vergers. Ensuite, alors une formation plutôt école de commerce. D'ailleurs, c'est intéressant parce que bon nombre de dirigeants et de dirigeantes que je reçois dans ce fauteuil ne reprennent pas tout de suite l'entreprise familiale, se frottent à d'autres expériences professionnelles. Alors, une formation en école de commerce, d'abord, ça ne faisait pas partie de vos projets de poursuivre l'aventure familiale? Alors au départ, non, parce que c'est vrai que quand on est jeune, parfois, ça peut être vécu comme une contrainte, ces travaux. Et puis, c'est la perception que vous en aviez à l'époque? Oui, en étant plus jeune, adolescent. Et en fait, moi, j'ai toujours été attiré beaucoup par l'international. C'est quelque chose qui me faisait un petit peu rêver de sortir du cadre local. Et en fait, il se trouve que j'ai mon premier emploi, après le service militaire, a été chez un grossiste en fruits et légumes pour développer la partie export. Donc quand même dans les fruits et légumes. Oui, mais c'était plutôt l'opportunité du poste lié à l'international que lié à la filière fruits. Et ça m'a permis de me donner une autre vision sur le côté aval de la filière, uniquement que cette partie production. Et à l'époque, en même temps, mon père avait commencé à développer aussi l'activité, à fédérer des producteurs pour servir notamment des supermarchés en direct en France. Et son activité s'étant développée, à un moment donné, il avait besoin d'étoffer l'équipe et en fait d'embaucher quelqu'un au niveau commercial. Et donc, il m'a proposé le poste. Donc, comment ça s'est passé d'ailleurs? C'est intéressant ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une conversation au repas, au déjeuner du dimanche. Est-ce qu'il y a un tabou? Est-ce que vous sentez qu'il va vous en parler? Enfin, comment ça vient sur la table, ce sujet-là? Et puis, comment vous avez vécu ce moment?
En fait, c'est quelque chose qui vient, je dirais, dans mon premier emploi. En fait, il y a eu pas mal d'échanges au travers de ce que je faisais, la vision de comment, de ce qui se passait de l'autre côté de la filière, sur la partie distribution. Il y avait, et donc on a eu beaucoup d'échanges aussi à ce moment-là. Et puis après, quand le moment était venu, il me l'a proposé, mais d'abord dans un esprit salarié. Et puis après, voilà, ça c'était il y a à peu près 25 ans. Et... Salarié pour faire vos preuves, pour vous rendre légitime par rapport à celles et ceux qui avaient connu votre papa? Oui, je dirais, ça c'est, je pense que beaucoup de gens le vivent dans les entreprises familiales. Quand on arrive, il faut se faire un prénom, on va dire. Et donc, mais j'ai eu la chance qu'à partir du moment où je suis arrivé sur les fonctions, je dirais plutôt commerciales au début, il m'a laissé la place complètement. Qu'est-ce que ça veut dire, David Sochelot, aujourd'hui un pomiculteur? C'est comme ça qu'on désigne votre métier. Nouvelle génération, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que vous faites de différent de votre père et de votre grand-père? Alors, je dirais il y a quand même beaucoup de choses qui sont identiques dans l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, il y a eu deux piliers. C'est ce qu'on peut appeler globalement la RSE aujourd'hui. Donc la responsabilité sociétale et environnementale. Voilà, mais qui, d'un point de vue technique, aujourd'hui s'oriente plus sur la partie, ce qu'on appelait agroécologique. Et ça, c'est quelque chose qui a été présent dans toute l'histoire de l'entreprise, qui aujourd'hui, on va dire, a un nom et même labellisé et vécu fortement dans l'entreprise. Oui, c'est que ça se faisait dès le début, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Voilà, exactement. Très bien. Donc ils étaient déjà engagés à l'époque. Oui. Ça, par exemple, mon grand-père était un des tout premiers, à la fin des années 70, à installer des systèmes d'arrosage par goutte à goutte pour économiser l'eau. Ensuite, on a développé à grande échelle l'installation de nids à mésanges pour que les mésanges puissent nourrir leurs petits avec le carpocaps, le ver de la pomme. Et ce qui permet d'éviter, en tout cas de réduire les insecticides. Oui. Bon, très bien, la pratique de ces... D'accord. Donc ça a été, je dirais, on le faisait avant. Alors après, à chaque fois, les techniques évoluent, les variétés évoluent. Le matériel végétal génétique évolue aussi et permet de faire évoluer nos pratiques. Donc les pratiques sont différentes, mais l'esprit est toujours le même. Et même si les volumes de production, de superficie ne sont évidemment plus les mêmes qu'à l'époque de votre grand-père, vous arrivez à maintenir, à conserver ces engagements-là? Oui. Et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, nous, notre métier, c'est d'abord la production. On est parti de là et c'est la base et le cœur de notre métier. Tous les projets partent de la production. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on a deux autres métiers aussi qui sont le stockage, conditionnement, expédition de fruits, puisqu'on va, au travers de ces outils, fédérer d'autres producteurs. Et puis la mise en marché, où on va gérer de plus en plus les volumes de ces producteurs et aussi aujourd'hui des variétés sous licence qui vont avoir des capacités, je dirais, naturelles, qui vont être résistantes à plusieurs maladies et qui vont permettre justement de renforcer notre engagement et notre impact positif sur l'environnement. Et donc tout ça, on l'encadre aussi techniquement sur nos vergers, mais aussi avec l'ensemble de nos producteurs partenaires. Alors David Sochelot, vous dites résistante évidemment à ces nouvelles maladies, vous êtes tributaire aussi de ça et des changements climatiques. Ils sont aigus en ce moment, on sent bien qu'il y a une accélération très très forte, on l'a encore vécu cet été. Ça veut dire quoi? Le développement de nouvelles variétés plus résistantes, en tout cas plus résilientes à ces changements climatiques-là? Alors, il peut y avoir cet aspect-là, c'est un des points, mais un développement de variété, c'est extrêmement long. C'est 15-20 ans avant d'aboutir à quelque chose de concret qui puisse rentrer en production. C'est aussi une adaptation sur l'économie d'eau, sur la protection contre le gel. Donc, c'est tout un arsenal, on va dire, qu'on va mettre en place pour s'y adapter. David Sochelot, ça veut dire quoi? Vous parlez de l'eau, là c'est un vrai sujet, il y a des carences évidemment. Les nappes phréatiques sont vides ou quasiment vides en ce moment. Ce n'est pas forcément pour la production actuelle, c'est celle qui va venir. Est-ce que vous êtes inquiet, préoccupé? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, vous et vos confrères et consoeurs qui travaillent évidemment sur ces sujets-là?
Alors, on est inquiet, mais il faut regarder les choses de manière lucide et pragmatique. Aujourd'hui, on a des outils soit pour économiser l'eau. Aujourd'hui, je pense que la pluviométrie, par exemple, si on en parle, elle sera à peu près toujours identique, mais de manière différente dans le temps, sur une saison. Donc, il faut qu'on puisse augmenter notre capacité, par exemple, à stocker l'eau l'hiver pour pouvoir la remettre sur le verger là où il y en a besoin. Et la réglementation, et notamment au niveau régional, va vous autoriser à le faire dans des capacités de stockage? Vous avez la capacité d'investissement également pour répondre à ces enjeux-là et mieux gérer effectivement l'eau? On a la capacité d'investissement. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est des évolutions réglementaires qui sont encore contraignantes. Oui. Mais par contre, on a aussi beaucoup développé tous les systèmes qui nous permettent d'économiser l'eau. Et ça, ce n'est pas depuis cette année, on y est préparé. On a tout un tas d'outils aujourd'hui d'aide à la décision qui est des tensiomètres qui vont nous donner le taux exact d'humidité dans le sol pour savoir exactement ce dont la plante a besoin. Vous avez fait le choix de rester en conventionnel. Qu'est-ce qui justifie cette orientation-là plutôt que de passer dans le bio qui a marché, qui a fonctionné pendant longtemps? On sent qu'en ce moment, avec l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, les gens se désengagent un petit peu, se réorientent vers le conventionnel. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Aujourd'hui, on est parti dans des démarches agroécologiques parce que c'est ce qui nous semble pertinent d'un point de vue... demain, il faut continuer à nourrir la planète de manière, je dirais, accessible pour tous. Et donc, on a mis en place tout un tas de techniques qui nous permettent par exemple, parce que quand on se compare au bio, on parle uniquement de l'aspect phytosanitaire. Tout un tas de techniques qui vont nous permettre de réduire considérablement notre impact. On parlait des nids à mésanges, ça peut être tout un tas d'insectes prédateurs qu'on va pouvoir installer dans le verger, qui vont nous permettre de rester dans un rapport qualité-prix accessible. Mais ça veut dire quoi? Que vous revendiquez aujourd'hui très clairement le fait de faire du conventionnel raisonné, ça c'est possible? Oui, plutôt alors parfois on va même plus vertueux que le bio qui peut être un peu limite quand il est plus exotique. Je pense que c'est deux systèmes qui peuvent tout à fait coexister, qui sont différents, mais on ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre. Enfin, il y a besoin de tout. Il y a besoin de toutes les segmentations pour servir tous les consommateurs, toutes les attentes qui sont différentes et variées. On parle aussi des fois de sociétés très morcelées. Il faut pouvoir répondre à tout le monde. David Sochelot, quelques secondes, rapidement. La nouvelle génération, vous la préparez, la suite et la transmission. Vous êtes encore jeune. Oui. Est-ce que vous réfléchissez déjà à la pérennité et à la suite de cette entreprise, de cette aventure familiale? Alors, mes enfants sont encore jeunes, ceux de mon frère aussi. Donc c'est quelque chose forcément qu'on a dans un coin de la tête, mais qui est encore un petit peu tôt pour mettre en route concrètement. Bon, et ça s'appelle La Blottière. On suivra évidemment l'évolution de cette belle aventure entrepreneuriale et familiale. Merci beaucoup, David Sochelot, d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.